Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, le dramaturge pourra dire au propriétaire de théâtre, « Ouais, c'est sûr que tu ne peux pas faire de copie de mon livre, donc tu l'achètes. Mais en plus, j'ai le droit de te demander une proportion de tes revenus, de tes profits, parce que tu représentes publiquement ma pièce, en public. » Et on vient ici de voir naître le deuxième des grands droits qu'on connaît en droit d'auteur. Puis mon dramaturge ou mon compositeur sont plus heureux parce qu'ils peuvent vivre de leur art. Si on se situe sur l'Internet, je vous ai déjà parlé du droit de reproduire et je vous ai parlé du droit de communiquer une œuvre. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Bon, on a un disque dur ou une mémoire quelconque qui enregistre une œuvre, qui reproduit une œuvre. Et si on se promène d'un écran à l'autre, on communique une œuvre. Et si on le fait dans un contexte public, on vient d'une part de reproduire et on vient d'autre part de communiquer. Et si j'avais à résumer les deux droits, des façons de bien le comprendre, je vais vous donner un exemple qui reste, je pense, à l'esprit. Selon la loi, pour faire une reproduction d'une œuvre, nécessairement, je dois être autorisé par le titulaire des droits. Nécessairement. Et là, votre arrière-grand-mère, bien sûr, c'est son 108e anniversaire. Vous voulez lui faire un cadeau. Il y a un auteur qu'elle a déjà lu, une auteure qu'elle a déjà lu un jour. Et vous lui dites, tiens, je vais lui faire une copie. Puis je vais mettre des petites fleurs autour, puis ça va être un beau cadeau pour elle. Puis dans le fond, je ne le vends pas, le livre que je suis en train de faire. C'est pour donner à ma bonne vieille grand-mère, qui m'aime beaucoup, puis que j'aime beaucoup. C'est plein d'amour, ce livre-là que je viens de faire. Je viens de violer un droit d'auteur. Je viens de violer un droit d'auteur, qui était le droit de reproduire. Autrement dit, je me cache dans un sous-sol, 3e sous-sol. Pas de lumière, personne ne me voit. Je suis en train de copier à la main, ou numériser, ou photocopier une œuvre. Je suis en train de violer un droit d'auteur. Ouais. Copie privée, on pourra en parler, c'est une exception qui concerne les œuvres musicales quant à certains supports, et pas pour des œuvres littéraires. C'est vraiment une exception. Le principe général est vraiment toute reproduction d'une œuvre, sous réserve des exceptions prévues à la loi, toute reproduction mérite une autorisation. Sinon, on parle d'une violation de droit. Je peux copier la Joconde aujourd'hui. De Vinci ne viendra pas se plaindre, parce que c'est du domaine public. Mais moi, je parle d'œuvres protégées. Vous êtes en train de copier un Tremblay, une pièce ou un livre de Tremblay. C'est protégé par droit d'auteur, vous n'avez pas le droit. Et ça va tellement loin qu'on a eu un dossier qui est allé ici en Cour suprême. Vous savez, dans les années 70, on avait des très bons groupes musicaux, style les Baronnets et compagnie. Et une de leurs caractéristiques était de se dire le droit d'auteur, ça n'existe pas. On s'en fout. Ça existe peut-être ailleurs, mais pas ici. Et qu'est-ce qu'on faisait au Québec à cette époque? On avait entendu une œuvre américaine. Oui, c'est bon. On demandait à quelqu'un ici de mettre des paroles françaises. Donc, on fait sauter les paroles anglaises, on prend la musique et on met des paroles françaises qui n'ont souvent rien à voir avec les paroles originales. On adapte à la sauce québécoise et évidemment sans demander l'autorisation à personne. La vie est belle. À un moment donné, il y a une compagnie américaine qui a dit « ben là, ça suffit.
on va quand même montrer aux gens qu'il y a certains droits autour de nos œuvres. Et on se dirige vers la Cour suprême, tranquillement. Qui est-ce qu'on poursuit? On poursuit le producteur du disque. On aurait pu poursuivre l'interprète. On poursuit le producteur du disque. Et on poursuit le presseur du disque, donc l'équivalent de l'imprimeur. Pour le producteur, c'est assez facile. Quand on arrive au niveau du premier niveau des tribunaux, tu es responsable, c'est évident. On va aussi dire du presseur de disque qu'il est responsable. Le presseur de disque, pas bien content, le presseur, qu'est-ce qu'il se dit, lui? Bien, voyons donc, moi, j'ai juste reçu une commande. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, est-ce que je peux aller te porter une bande maîtresse, puis tu me fais X copies, je vais les chercher, et c'est moi qui les vends. Donc, l'imprimeur, le presseur, il se contente de presser. Il ne vend pas les copies sur le marché. Évidemment, il les vend à un producteur qui les commande. Et le presseur se dit, en plus, c'est quelqu'un qui me l'a demandé, là. Je n'ai pas consciemment voulu violer des droits d'auteur. Moi, je ne savais même pas que c'était tiré d'une œuvre américaine. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas eu d'autorisation de donner. Je ne savais pas. Condamné en cour d'appel. Encore. Avec notre producteur. Producteur, OK, il a compris. Il ne va pas en Cour suprême. Celui qui va en Cour suprême, c'est le presseur du disque. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que je viens de vous dire. Bien, voyons, j'ai reçu une commande. Moi, je ne veux pas vérifier c'est quoi cette œuvre-là. Je me suis contenté de presser, puis quand ça a été prêt, j'ai appelé, viens chercher ton stock. Et la Cour suprême a dit, bien, selon la loi, il est écrit que le droit de l'auteur, c'est notamment le droit exclusif de reproduire. Tu reproduis. Puis la loi ne prévoit pas que si tu reproduis pour tes beaux yeux ou les beaux yeux de je ne sais pas trop qui, ce n'est pas une violation. La loi prévoit que l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur a un droit exclusif sur la reproduction. Et c'est tout, malheureusement. Fait que la Cour suprême dit à notre presseur de disques, la prochaine fois, tu vas essayer de vérifier si ce que tu es en train de faire est correct. Depuis ce temps-là, évidemment que les presseurs de disques, ou l'équivalent, ou les imprimeurs de livres, font signer des petits papiers à l'éditeur. Tu me garantis que c'est original. Ce n'est pas une copie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas poursuivis. Ça veut juste dire que s'ils sont condamnés, ils pourront se revirer contre l'éditeur en lui disant « Hey, j'ai été condamné, tu m'avais dit que c'était correct, maintenant tu me rembourses ce que j'ai payé parce que j'ai été condamné. » Donc, la clause du contrat ne fait pas en sorte que je ne serai pas poursuivi, fait en sorte que je pourrai, peut-être plus directement, poursuivre pour me faire rembourser. Essayez de réfléchir sur une base du raisonnable. Dites-vous que la loi n'est pas sortie des nues, n'est pas créée par un avocat en mal de dire comment la société doit se comporter. Elle est créée en fonction des besoins de la création. À une certaine époque, on ne faisait pas vraiment de recherche en droit d'auteur. On n'en fait pas tellement plus aujourd'hui. Et il y a même des gens qui partaient avec un principe qui est le suivant. Je fournis un logiciel qui permet de faire des dessins. Qui est l'auteur du dessin? Celui qui joue avec le logiciel ou la compagnie qui a créé un logiciel qui permet de faire des dessins? Si on avait à réfléchir à une solution, on se dit, dans le fond, l'imprimante, le logiciel, ce n'est plus ni moins qu'un crayon. Un crayon. Grâce au crayon Bic, je peux faire un dessin. Je peux dessiner, je peux écrire. Et c'est évidemment pas la compagnie Bic qui a les droits d'auteur de l'œuvre. Pas plus que si j'écris avec Word, mon texte va appartenir à Bill Gates. Il aimerait peut-être ça, mais pas dans ce cas-là.